Le vent froid de l'automne s'infiltrait par les volets mal fermés, caressant mes bras tremblants. J'étais assise sur le bord de mon lit, dans ce petit appartement de Lyon, une boîte de médicaments à la main. Les chiffres de l'horloge brillaient, 2h17. La ville dormait, mais en moi, il n'y avait plus que vacarme, un tumulte de regrets et de solitude. À 67 ans, je me sentais comme une ombre, inutile, oubliée, un poids de plus pour ce monde qui semblait avancer sans moi. Mes mains serraient la boîte, mes yeux humides fixaient le vide. Tout me paraissait si lourd, si insupportable. Et pourtant, au moment où j'allais basculer, un son inattendu résonna dans le couloir, des pas, puis un léger coup à ma porte. « Madame Lefebvre ? Tout va bien ?» C'était la voix de mon voisin, Julien, un jeune homme que je croisais à peine dans l'escalier. Son ton portait une chaleur inattendue, comme un rayon qui perce un ciel chargé de nuages. Je restai figé, partagé entre la honte et le désir profond d'être entendu, sauvé peut-être. Cette simple voix, à travers le bois de la porte, m'arracha d'un geste invisible de ce gouffre où je m'étais déjà laissé tomber. À cet instant précis, ma vie bascula, non pas par une grande révolution, mais par un détail fragile et humain, un voisin qui, par hasard ou par providence, frappa à ma porte au moment où je croyais avoir tout perdu. Avant de plonger dans cette histoire de douleur, de dépassement et de renaissance, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très important. Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je veux vous connaître, savoir de quelle ville ou de quel pays vous venez, car cette histoire va traverser les frontières et montrer qu'où que l'on soit dans le monde, il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble perdu. Lyon, fin d'automne. Les rues pavées brillaient encore de la pluie tombée quelques heures plus tôt. Derrière les vitres embuées de mon petit appartement du 6 arrondissement, j'observais les lumières de la ville se refléter sur le Rhône. Tout paraissait si vivant à l'extérieur, les couples pressés rentrant du cinéma, les étudiants riant trop fort en traversant le pont, les familles serrant leurs manteaux contre le froid. Mais à l'intérieur, dans mes murs silencieux, régnait un vide immense, une absence qui me rongeait jusqu'à la moelle. À 67 ans, je n'étais plus qu'une silhouette que l'on croise sans la voir. Mon mari, décédé depuis 5 ans, laissait derrière lui un silence que ni la télévision ni les photos jaunies sur la commode n'arrivaient à combler. Mes enfants, partis à Paris et à Bordeaux, m'appelaient de temps en temps, souvent pressés, la voix lointaine, comme si j'étais devenu un devoir plus qu'un lien. Et moi, chaque soir, je m'asseyais dans ce fauteuil usé près de la fenêtre, attendant, mais je ne savais plus quoi. Le temps avait grignoté mes forces, ma place dans ce monde, ma confiance. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain, des rides profondes, des yeux fatigués, une peau qui avait perdu son éclat. Mais le plus douloureux n'était pas le corps qui vieillit, c'était ce sentiment d'être devenu inutile. Je me souvenais encore de mes années comme institutrice dans une école primaire de la Croix-Rousse, les rires des enfants, les craies colorées sur le tableau, l'énergie qui remplissait ma classe. Là, je me sentais vivante. Aujourd'hui, je n'étais plus qu'un fantôme. Les journées s'étiraient comme des couloirs sans fin. Je faisais semblant de m'occuper, un peu de ménage, une soupe réchauffée, un roman que je ne terminais jamais. Mais la vérité, c'est que chaque heure ajoutait du poids à ma poitrine. J'évitais mes voisins, je refusais les invitations des anciennes collègues, je m'enfermais dans une bulle où plus rien ne pouvait me toucher, sauf la solitude, cette compagne envahissante qui s'assoit à votre table sans demander la permission. Et puis il y avait les nuits. Celles où le silence devient assourdissant. Celles où chaque souvenir revient vous hanter. Les disputes passées, les regrets, les erreurs que l'on ressasse 1000 fois. J'entendais encore la voix de mon mari, son rire grave, et l'absence se transformait en douleur brute. Je m'endormais parfois en serrant son foulard, imprégné d'une odeur presque disparue. Et quand je me réveillais, le matin, l'illusion se brisait encore plus violemment. C'est dans une de ces nuits que l'idée s'est imposée. Non pas comme une explosion, mais comme un murmure insidieux, et si tout s'arrêtait ici ? Et si je pouvais enfin reposer mon cœur fatigué ? J'ai tenté d'ignorer cette pensée, de la chasser comme on chasse une mouche agaçante. Mais plus je l'écartais, plus elle revenait, obstinée, douce presque. Elle me murmurait que personne ne souffrirait, que mes enfants avaient leur vie, que je n'étais qu'un poids. Alors j'ai ouvert le placard de la cuisine. Mes doigts tremblaient en attrapant cette boîte de médicaments prescrits quelques mois plus tôt.
Les comprimés blancs roulaient dans ma main, brillant comme des petites promesses. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, non pas de peur, mais d'une étrange résignation. Assise sur le bord de mon lit, la boîte posée à côté de moi, j'écoutais l'horloge battre, implacable. 2h17, le monde dormait, et j'allais me laisser glisser. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus lutté. Je me suis laissé envelopper par cette idée comme on se laisse bercer par un courant. Mais au moment même où je croyais avoir choisi, un bruit inattendu a brisé le silence, des pas dans le couloir, puis un coup léger à ma porte. Ma poitrine s'est crispée, mon souffle s'est suspendu. Et cette voix, claire et sincère, a traversé le bois. « Madame Lefebvre ? Tout va bien ?» Mon cœur s'est serré. Julien. Mon voisin de palier. Un jeune homme d'accent grave, peine 30 ans, toujours poli mais discret. Pourquoi frappait-il à cette heure-là? Était-ce le hasard? Était-ce le destin? Je n'ai pas répondu, figée, honteuse. Mais cette voix, ce simple détail, avait déjà fissuré le mur dans lequel je m'étais enfermée. On a vu la chute, le vide, le geste prêt à basculer, et l'apparition inattendue de ce voisin qui change tout. Je n'ai pas ouvert la porte cette nuit-là. Je suis restée assise, immobile, mes mains crispées sur le drap, écoutant le bruit de ses pas qui s'éloignaient dans le couloir. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Et avec lui, cette vague de honte qui m'a envahie tout entière. Comment avais-je pu en arriver là? Moi, Claire Lefebvre, autrefois institutrice respectée, mère de 2 enfants brillants, femme pleine d'énergie, j'étais devenue cette vieille femme assise dans l'ombre, serrant une boîte de médicaments comme une bouée de secours. Je me suis recroquevillée sur moi-même, et j'ai senti mon cœur battre à tout rompre, non pas de vie, mais de peur. Peur de moi-même. Peur de cette pensée que je n'arrivais plus à chasser. Le vide était devenu un monstre, un gouffre qui me tirait chaque jour un peu plus vers le bas. Les jours suivants, tout a pris une autre couleur. Je sortais encore pour faire mes courses à la petite boulangerie de la rue de 16, j'achetais ma baguette tradition, mais je n'avais plus le courage d'échanger un sourire. Je croisais les regards, mais je baissais aussitôt les yeux. Comme si tout le monde pouvait deviner ma pensée secrète, ce projet inavouable. Même la caissière de la supérette me semblait trop curieuse, trop insistante. Alors je me pressais, je fuyais, je rentrais vite dans mon appartement pour me barricader derrière mes rideaux. Les souvenirs me hantaient. Je repensais à mon enfance en Bourgogne, aux étés passés dans les vignes, aux rires avec mes cousins. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, comme si j'avais rêvé cette insouciance. Puis venaient les images de mes années d'enseignante, ces petits visages attentifs, ces mains levées avec impatience. Je me souvenais de Lucie, une élève qui bégayait et que j'avais aidée à prendre confiance en elle. Elle m'avait écrit des années plus tard pour me remercier. Où était passée cette Claire qui savait donner de la force aux autres? Chaque souvenir heureux devenait une blessure, parce qu'il me rappelait que tout cela était derrière moi. Je n'avais plus de rôle, plus de fonction, plus de raison de me lever le matin. Je me sentais comme une maison abandonnée, dont les murs tiennent encore debout mais dont l'intérieur s'effondre peu à peu. Mes enfants. Ah, mes enfants. Julie et Marc. Je me souvenais du temps où ils accouraient dans mes bras en rentrant de l'école. Aujourd'hui, leur vie était pleine, trop pleine pour y ajouter ma solitude. Ils m'appelaient, oui, mais rarement. Et moi, je faisais semblant. Je disais que tout allait bien, que j'étais occupée, que je voyais des amis. Mais la vérité, c'est que mes journées se vidaient comme un sablier, et je ne savais plus comment les remplir. La télévision me tenait compagnie, mais même les émissions me semblaient creuses. Les journaux parlaient d'un monde dans lequel je n'avais plus ma place. Les réseaux sociaux me donnaient le vertige, des jeunes qui dansaient, des couples qui voyageaient, des familles parfaites. Moi, je n'avais que le silence de mes murs. La nuit, les voix revenaient. Non pas des hallucinations, mais des pensées qui tournaient en boucle. Tu n'as plus rien à offrir. Tu es un poids. Tu pourrais partir sans que personne ne le remarque vraiment. Ces phrases se gravaient dans mon esprit, si bien que je finissais par y croire. J'en étais venue à écrire une lettre, une sorte d'adieu maladroit, où je remerciais mes enfants et demandais pardon. Je l'avais glissée dans le tiroir de ma table de nuit,
comme une preuve que j'étais déjà à moitié partie. Et pourtant, il y avait cette porte, ce coup frappé, cette voix. Julien. Pourquoi ce détail me hantait-il autant? Peut-être parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un s'inquiétait pour moi, sans y être obligé. Mais au lieu de me réconforter, cette pensée me faisait encore plus mal. Parce que je n'avais pas eu la force de répondre. Parce que j'avais choisi le silence, encore une fois. Je me suis alors laissé glisser plus profondément dans l'isolement. Les rideaux restaient tirés, le téléphone sonnait sans que je décroche. Je n'allais plus au marché du samedi matin sur le quai Saint-Antoine, moi qui adorais flâner entre les étals de fromage et de fleurs. Même les petites joies que je m'accordais, une tarte aux pralines, un bouquet de tulipes, avaient perdu leur saveur. Je devenais l'ombre de moi-même. Et plus je sombrais, plus je me persuadais que ce chemin n'avait qu'une seule issue. Mais quelque chose, un éclat ténu, restait planté dans ma mémoire, ce coup frappé à ma porte, ce « Madame Lefebvre, tout va bien ?» Comme une épine sous la peau, ce souvenir refusait de disparaître. Et je sentais confusément qu'il pourrait un jour tout changer. On a plongé dans la solitude, le vide intérieur, les souvenirs transformés en douleur, et l'idée obsessionnelle de la fin. Mais en filigrane, la trace de la voix du voisin demeure, comme une fissure dans les ténèbres. Les jours qui suivirent ce coup léger à la porte furent comme un autre rythme cardiaque, une pulsation étrangère qui rappelait à Claire que quelque chose, un détail infime, avait interrompu son déclin. Elle vivait encore dans la pénombre de son appartement du mais désormais, ce silence avait changé d'allure, il n'était plus seulement vide, il portait la possibilité d'un ébranlement. Elle se surprenait à guetter le moindre bruit dans le couloir, à tendre l'oreille aux pas qui résonnaient contre l'escalier en pierre. Était-ce ridicule? Sans doute. Était-ce salvateur? Peut-être. Un matin, poussée par une impulsion qu'elle ne sut nommer, Claire ouvrit la fenêtre et tira un voile. L'air de Lyon, frais et piqué, entra et emplit la pièce d'une odeur de pluie et de cuivre. Cette brise, si banale, eut l'effet d'une main douce qui caresse un visage crispé. Elle prit sa tasse de thé comme on saisit une encre et la porta à ses lèvres. L'eau était chaude, le goût amer et familier. Elle resta là, immobile, regardant le trafic s'animer en contrebas, les silhouettes se presser, les commerçants ouvrir leurs boutiques. La ville reprenait ses couleurs, chez elle, quelque chose commençait à vaciller. Peu après, elle descendit au rez-de-chaussée. Le récupérateur à journaux était rempli, la boîte aux lettres débordait. Elle prit son courrier d'un geste mécanique. Une carte, l'hiver approchait, signée de Madame Vidal, une ancienne collègue. Un prospectus, une association de voisins qui organisait un atelier de remise en forme pour seniors. Une facture. Rien qui ne puisse bouleverser le monde. Et pourtant, sous ces papiers froissés, il y avait une carte plus petite, une feuille pliée, l'écriture était ronde, attentive. « Claire, si tu veux, je passe pour un café. » Julien. Un café. Simple. Direct. L'insignifiance de cette proposition fit vibrer quelque chose de profond, et, pour la première fois depuis des mois, Claire sourit. Un sourire timide, presque honteux, mais réel. Elle répondit. Sa main tremblait en écrivant quelques mots. D'accord. Samedi, 10h. Elle scella l'enveloppe, descendit, et glissa son mot dans la boîte aux lettres de Julien. Le simple geste de contrer son isolement lui sembla un acte de rébellion contre la fatalité. Samedi arriva, et avec lui, un soleil pâle qui perçait à travers les nuages. Claire s'habilla avec une attention nouvelle, un pull bleu marine qu'elle avait porté aux fêtes d'école, une écharpe légère héritée de sa mère. Elle s'observa dans le miroir, ses cheveux, toujours grisonnants, encadraient un visage marqué par la vie, mais ses yeux avaient cette lueur qui vient quand on accepte un pas vers l'inconnu. Julien frappa à la porte. Il entra avec une baguette sous le bras et un sourire qui ne cherchait pas à être autre chose. Il avait apporté du jus d'orange et des croissants. Il ne posa pas de questions directes, pas d'analyse clinique, il parla d'horaires de tram, de la dernière exposition au musée des Beaux-Arts, du match du soir. Sa voix était simple, sans jugement. Et peu à peu, la conversation se fit délicate, des anecdotes, des souvenirs d'enfance, une réminiscence d'un professeur qui leur avait donné le goût de la littérature. Claire parla à voix basse,
presque étonnée d'avoir tant de choses à dire. Elle évoqua sa classe, ses élèves, Lucie, la petite qui bégayait, la kermesse avec la chorale que personne n'avait oubliée. Julien l'écouta avec attention, parfois interrompant d'un « vraiment » émerveillé, d'un rire franc. À la fin du café, Julien se leva et, avant de sortir, posa sa main sur la manche de Claire, un contact bref mais chargé de chaleur humaine. « Si tu veux, je peux passer demain aussi. Ou si tu préfères, on peut aller marcher un peu ? Le parc est beau à cette heure. » Il n'imposa rien. Il offrit une porte, un espace. Claire sentit une résistance se rompre en elle. Elle accepta la promenade. La marche fut lente, remplie de silence qui n'était plus lourd mais confortable. Le parc respirait l'automne, des feuilles orangées s'accrochaient aux branches, des enfants couraient en riant, des chiens tiraient sur leurs laisses. Claire marchait, tenant parfois la main de Julien comme on tient un parapluie contre la pluie. Elle sentit son corps réagir, des muscles rouillés se remirent en route, une respiration plus ample, des images lumineuses qui traversaient sa mémoire comme des papillons. Il y eut un moment où elle s'arrêta et regarda le grand lac, les reflets des peupliers se brisaient à la surface. C'était comme si le monde reprenait doucement sa cohérence. Ce qui changea vraiment, ce fut une question simple que Julien posa un soir, alors qu'il prenait un thé chez elle. « Qu'est-ce qui te rendait heureuse, avant ?» Cette question, venue sans précipitation, était comme une clé. Claire chercha la réponse, tâtonna, remonta le fil de sa vie. Elle parla de la joie d'enseigner, des lettres que recevaient quand les élèves grandissaient, du plaisir de jardiner pendant l'été dans un petit coin de parc, de l'odeur du savon de Marseille. À mesure qu'elle parlait, des larmes vinrent, pas seulement de tristesse, mais d'une reconnaissance soudaine pour ces moments simples qu'elle croyait perdus. Elle commença à se souvenir non pas d'un passé coupé, mais d'un fil continu. Julien ne proposa pas de miracle. Il proposa des petits pas. Il l'aida à reprendre des activités, une séance à la médiathèque, l'inscription à un atelier d'écriture, un cours de yoga pour seniors dans la salle paroissiale. Il fut là les jours où elle sentait l'ombre revenir, patient comme une pluie d'été. Il l'écoutait sans presser, il riait avec elle, et parfois il lui apportait un bouquet de fleurs sauvages qu'il choisissait sur le chemin. Ces gestes, anodins aux yeux du monde, furent des pierres posées pour reconstruire un chemin. Un après-midi, Claire reçut un message de Julie. « Maman, ça va ? Si tu veux, on vient ce week-end. » Elle répondit avec franchise. « Oui, ça va mieux. J'ai un ami, Julien, qui m'aide. Viens dimanche. » Elle sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle pouvait demander de l'aide sans s'excuser. Cette reconnaissance, silencieuse et lourde de sens, marqua un tournant. Ses enfants virent autre chose que la vieille femme fragile, ils virent une mère qui reprenait sa place, non pas par obligation, mais par désir. La transformation n'était pas rapide. Il y eut des rechutes, des jours pluvieux où l'angoisse revenait et lui rappelait la boîte de comprimés posée dans le tiroir. Mais contre ces retours, elle opposait désormais des trésors, une lettre d'une ancienne élève, un après-midi au marché, une conversation avec Julie qui n'était plus un rendez-vous formel mais un échange réel. Chaque petit succès était célébré. Et dans cette accumulation de fragiles victoires, Claire commença à croire qu'elle pouvait encore écrire des pages nouvelles. Un soir, en regardant la ville depuis la fenêtre, elle prit la boîte de comprimés dans la main. Au lieu de la tenir comme un talisman de fin, elle la posa dans un tiroir fermé à clé. Ce geste, simple, était une déclaration, elle choisissait de résister aux anciens récits qui la condamnaient. Elle n'était pas miraculeusement guérie, mais elle avait trouvé un point d'appui. Julien, par sa présence continue, avait allumé une lueur, et cette lueur lui permit de voir que la vie, même à 67 ans, pouvait encore se transformer. Alors que l'automne déclinait et que la première gelée menaçait le matin, Claire sentit un appel vers autre chose. Cette idée, timide mais tenace, venait d'un mélange de gratitude et de courage, reprendre une petite activité qui la relierait aux autres, transmettre ce qu'elle savait, offrir ce qu'elle avait reçu. Le point de bascule ne promettait pas une route sans difficulté, mais il traçait désormais un horizon. Elle n'était plus spectatrice de sa propre vie, mais actrice, prête à se battre non plus pour survivre, mais pour vivre. Et c'est ici que s'ouvre le prochain acte, la lutte interne et externe, faite d'efforts, d'allers-retours et de confrontations.
Claire aura désormais à affronter ses peurs, les opinions des autres, et ses propres limites. Mais les fondations sont posées, et la question qui demeure est, jusqu'où ira-t-elle pour reconquérir sa vie? L'hiver s'installait sur Lyon. Les toits se couvraient d'un voile blanc au petit matin, les trottoirs craquaient sous la fine couche de givre. Dans l'appartement de Claire, le chauffage ronronnait, mais le froid qui l'habitait venait d'ailleurs. Elle avait franchi un cap, certes, elle avait accepté la main tendue de Julien, mais désormais commençait le combat le plus difficile, celui qui ne se mène pas seulement contre le silence des murs, mais contre ses propres ombres intérieures. Chaque jour était une bataille. Parfois, au réveil, elle se levait pleine d'élan, décidée à marcher, à écrire quelques lignes dans son cahier, à préparer un vrai repas. Mais d'autres jours, le poids revenait, cette chape invisible qui lui murmurait « À quoi bon ?» Elle pouvait rester des heures assise devant sa tasse de thé refroidie, fixant le vide, incapable d'accomplir le moindre geste. Julien l'encourageait, mais sans la brusquer. Un soir, il lui dit doucement « Tu sais, Claire, avancer, ce n'est pas une ligne droite. C'est accepter de tomber, mais de se relever. » Ces mots restèrent gravés en elle. Pourtant, les entendre ne suffisait pas toujours. Il fallait les vivre. La lutte interne se manifestait surtout la nuit. Les démons revenaient avec insistance, l'ombre du tiroir où dormait la boîte de comprimés la hantait. Elle rêvait parfois qu'elle l'ouvrait, qu'elle cédait, et se réveillait en sursaut, le cœur battant. Ses rêves la laissaient épuisée, comme si elle avait vraiment traversé ce geste. Elle en parla à Julien. Il la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Alors écris-les. Mets-les sur papier. Chaque cauchemar que tu couches sur une page, c'est une arme que tu retires à tes ombres. » Alors Claire écrivit. Ses cahiers se remplirent de pages tremblées, des souvenirs, des peurs, des cris silencieux. Elle décrivait ses nuits blanches, ses regrets de mère, ses colères contre le temps qui passe. Parfois, ses mains se crispaient, mais en relisant, elle sentait une libération. Ce qu'elle avait enfermé au fond d'elle prenait forme, devenait réel, et donc maîtrisable. La lutte externe, elle, apparut lorsqu'elle décida de franchir la porte du centre culturel du quartier. Julien Lygrec avait encouragé « Tu devrais assister à l'atelier d'écriture. Ils accueillent tout le monde. » Claire trembla rien qu'à l'idée. Revoir des inconnus, se montrer telle qu'elle était devenue, fragile, ridée, avec ses hésitations. Elle craignait les regards, le jugement. Mais elle se força. Le premier jour, elle entra dans la salle aux murs tapissés d'affiches colorées. Une dizaine de personnes étaient assises autour d'une table. Certains riaient déjà, d'autres griffonnaient nerveusement. Claire sentit son ventre se nouer. Mais l'animatrice, une femme d'une 50aine d'années à la voix chaleureuse, l'accueillit avec un sourire. « Bienvenue, Claire. Installez-vous, ici on écrit pour soi avant tout. » À la première consigne, Claire resta muette. Les autres partageaient leurs textes à voix haute, parfois maladroits, parfois magnifiques. Quand son tour arriva, son cœur battit si fort qu'elle pensa s'évanouir. Elle lut quelques phrases, sa voix tremblante. Mais à sa surprise, personne ne se moqua. Au contraire, elle reçut des applaudissements doux, sincères. Une femme assise en face lui dit « Vos mots, ils m'ont touchée. » Ce soir-là, en rentrant, elle pleura. Pas de tristesse. De soulagement. Mais la lutte ne cessait pas. Le monde extérieur, lui aussi, testait ses limites. Lors d'un déjeuner avec sa fille Julie, celle-ci, inquiète, lui dit « Maman, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais? Tu ne te fatigues pas trop ?» Claire sentit une pointe de colère. Pourquoi toujours la considérer comme fragile, comme diminuée? Elle répondit calmement mais fermement « Julie, je veux vivre. » Et vivre, c'est se fatiguer parfois. Ce fut la première fois qu'elle osait poser ses limites. Cette affirmation nouvelle surprit même Claire. Elle découvrait en elle une force qu'elle croyait éteinte. Mais la force n'effaçait pas les blessures. Elle devait apprendre à marcher avec elles, à accepter que certaines cicatrices resteraient. Chaque victoire était suivie d'une rechute, un après-midi où elle n'osait pas sortir, une soirée où elle replongeait dans ses pensées sombres. Mais désormais, elle avait un rituel, appeler Julien, ou relire ses propres cahiers. Ses armes l'aidaient à tenir. Un soir, au parc,
elle observa un groupe de joggeurs. Leur énergie, leur rire, leur souffle partagé la fascinèrent. Elle pensa, moi aussi, j'ai encore des poumons. Moi aussi, je peux avancer, même si ce n'est pas en courant. Elle fit ce soir-là le tour complet du lac, seule, pas à pas. C'était peu. C'était énorme. Sa lutte interne se doublait aussi d'une lutte contre le regard social. À la médiathèque, elle surprit deux jeunes chuchotant en voyant ses cheveux blancs. Elle sentit la vieille honte monter. Mais cette fois, elle releva la tête, marcha droit, et emprunta son livre sans se cacher. Elle avait choisi un roman de Marguerite Duras, et en sortant, elle pensa, mon âge est une bibliothèque, pas un fardeau. La guerre n'était pas finie. Mais quelque chose avait changé, Claire n'attendait plus la fin. Elle se battait pour chaque matin. Elle savait que la vie n'était pas redevenue facile, mais elle avait découvert une vérité, ce n'est pas l'absence de douleur qui définit la survie, c'est la capacité de transformer cette douleur en mouvement. Claire est désormais en lutte contre elle-même, contre les regards, contre le poids de son passé, mais elle commence à poser des actes de résistance, à se reconstruire par l'écriture, les rencontres, la parole affirmée. Le printemps s'annonçait à Lyon. Après les mois glacés où les trottoirs luisaient de verglas, le soleil revenait timidement caresser les façades ocres des immeubles. Dans le petit appartement du Si, Claire ouvrit ses volets un matin et sentit, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'envie, celle de respirer l'air du dehors, de sentir la ville vivre, de s'y mêler. Ce simple geste, tirer les volets sans peur, fut une victoire intime, invisible aux yeux du monde, mais immense pour elle. Cette journée-là, elle avait rendez-vous avec le groupe d'écriture. En traversant la rue, son pas était encore hésitant, mais son cœur battait autrement, non plus comme une fuite, mais comme une attente. Dans la salle, elle lut un texte qu'elle avait écrit la veille. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, seulement une petite histoire inspirée d'un souvenir de son enfance à Dijon, quand elle courait dans les vignes en riant. Pourtant, quand elle termina sa lecture, le silence qui suivit n'était pas un silence de gêne, mais d'émotion. Une femme âgée murmura, « C'est beau, votre façon de décrire la lumière. » Claire sentit ses joues s'empourprer. Elle venait de goûter à ce frisson que donne la reconnaissance, même minuscule. À son retour, elle marcha plus lentement dans les rues, comme pour savourer ce sentiment nouveau. Les terrasses se remplissaient, les rires éclataient, et au lieu de se sentir exclue, elle perçut une parenté, elle aussi faisait partie de ce monde qui respirait. Elle acheta, presque sur un coup de tête, un bouquet de tulipes au marché de la place Maréchal-Lyotet. Les fleurs, rouges et jaunes, illuminaient sa cuisine. Elle les regarda longtemps, un sourire discret aux lèvres, comme si elle lui appartenait plus qu'à d'autres. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Elle osait sortir plus souvent, rencontrer les voisines dans l'escalier, répondre au sourire au lieu de détourner le regard. Elle reçut un message de son fils Marc, « Maman, j'ai entendu dire que tu écris ? C'est vrai ?» Et pour la première fois, Claire n'eut pas honte de répondre, « Oui. Je m'y remets un peu. Ça me fait du bien. » Ça me fait du bien, fut une déclaration silencieuse, une manière de dire au monde qu'elle ne se contentait plus de survivre. Julien le remarqua aussi. Un soir, il lui dit en riant, « Vous marchez plus vite, Claire. On dirait que vos pas ont retrouvé un but. » Elle éclata de rire, un rire franc, qui la surprit elle-même. Ce rire, elle ne s'en souvenait plus. C'était comme redécouvrir une partie d'elle qui avait disparu. La première grande victoire vint lors d'une lecture publique organisée par l'atelier. L'animatrice avait proposé à chaque participant de lire un extrait devant un petit public. Claire hésita d'abord, terrorisée à l'idée de parler en public. Les nuits précédant l'événement, elle rêva qu'elle s'effondrait, qu'on riait d'elle. Mais le jour venu, en montant sur l'estrade, elle sentit une force insoupçonnée. Sa voix trembla au début, puis s'affermit. Elle lut un texte écrit sur sa solitude, transformé en métaphore d'un oiseau enfermé qui retrouve l'air. Quand elle termina, il y eut des applaudissements, non pas polis, mais vibrants. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle n'avait pas seulement lu un texte, elle avait libéré une part de son âme devant d'autres, et elle avait été accueillie. Cette soirée marqua un tournant. Le lendemain, en se regardant dans le miroir, elle ne vit pas seulement une femme vieillissante, mais une femme capable. Capable de parler,
d'être entendue, de toucher. Le goût de la victoire n'était pas celui d'un triomphe éclatant, mais celui d'un retour à soi. D'autres petites victoires suivirent. Elle invita Julie à déjeuner chez elle et, pour la première fois depuis des années, la conversation ne tourna pas seulement autour de la santé ou des obligations. Elles parlèrent de livres, de souvenirs, de projets. Julie la regarda différemment, non plus avec la condescendance inquiète d'une fille qui surveille sa mère, mais avec l'admiration discrète d'une femme qui redécouvre une autre femme. Même son corps semblait répondre. Marcher ne lui paraissait plus un effort, cuisiner devenait un plaisir retrouvé. Elle ressortit un vieux carnet de recettes, prépara un gratin dauphinois qui emplit l'appartement d'une odeur réconfortante. Manger, partager, rire, autant de gestes simples, mais que Claire vivait désormais comme des victoires arrachées à la nuit. Pourtant, ce premier goût de victoire ne signifiait pas la fin des épreuves. Chaque joie portait en elle la peur fragile de retomber. Mais c'est précisément cette fragilité qui donnait toute sa valeur à ses progrès. Car Claire savait maintenant que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision de marcher malgré elle. Un soir, alors qu'elle écrivait à sa table, elle entendit de nouveau un léger coup à sa porte. Julien entra, tenant 2 gobelets de chocolat chaud. Ils s'assirent face à face, et Claire dit simplement « Merci d'avoir frappé cette nuit-là. Sans toi, je ne serais plus là pour goûter à tout ça. » Julien sourit, baissa les yeux, et répondit « Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez choisi d'ouvrir, même si ce n'était qu'en dedans. » Ces mots résonnèrent longtemps. Elle comprit que la victoire n'était pas de dépendre de l'autre, mais d'avoir trouvé en soi la force de saisir la main tendue. Et cette prise de conscience fit naître un nouveau désir, celui de transmettre, de rendre à d'autres ce qu'elle avait reçu. Claire goûte enfin à ses premières victoires petites mais intenses, comme un sourire retrouvé, une lecture publique, une relation réchauffée avec sa famille. Le mois de mai baignait Lyon d'une lumière généreuse. Les platanes bordant le Rhône déployaient leur feuillage vert, les terrasses débordaient de conversations animées, et Claire, désormais, marchait dans cette ville comme si elle redécouvrait chaque pierre, chaque façade. Le vide de ces premiers mois avait laissé place à un appétit nouveau, un désir de s'élargir, de franchir des frontières qu'elle croyait interdites à son âge. Tout commença par un geste simple. Lors de l'atelier d'écriture, l'animatrice proposa à chacun de soumettre un texte pour un petit recueil collectif. Claire hésita. Ses cahiers étaient remplis de confidences douloureuses, de souvenirs intimes. Les partager au-delà du cercle restreint de l'atelier lui semblait impensable. Mais en relisant certains passages, elle sentit que ces mots n'étaient pas seulement les siens, ils portaient une vérité universelle. La peur de vieillir, la solitude, l'espoir fragile. Ce qu'elle écrivait pouvait toucher d'autres femmes, d'autres hommes. Alors, avec un courage tremblant, elle donna son accord. Quelques semaines plus tard, le recueil fut publié à petite échelle. Le livre, à la couverture simple, circula dans les médiathèques et fut présenté lors d'une soirée. Claire tenait un exemplaire entre ses mains, incrédule. Elle, la femme qui quelques mois plus tôt ne voulait plus vivre, voyait désormais ces mots imprimés, visibles aux yeux d'inconnus. Quand une jeune femme de 30 ans s'approcha pour lui dire « Vos pages m'ont émue, elles m'ont rappelé ma grand-mère », Claire sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une gloire littéraire, mais une conquête intime, une affirmation, sa voix comptait encore. Encouragée, elle osa de nouvelles aventures. Julien, toujours attentif, l'invita à participer à une sortie associative où l'on aidait des migrants à apprendre le français. Au début, Claire recula. Elle n'était plus institutrice depuis longtemps, elle avait peur d'être rouillée. Mais l'appel de transmettre, d'offrir à nouveau, fut plus fort. Elle accepta. La première séance fut un défi. Devant elle, une dizaine de visages, venus de Syrie, du Mali, d'Afghanistan. Les yeux étaient curieux, parfois méfiants. Claire tremblait, comme à ses premiers jours d'école. Mais dès qu'elle prit la craie pour écrire un mot simple, « Bonjour », sur le tableau, quelque chose se ralluma. Le rythme revint, la pédagogie endormie réapparut. Elle expliqua, répéta, encouragea. Les élèves rirent, répétèrent, et peu à peu, une complicité naquit. Quand, à la fin de la séance, un jeune homme lui dit dans un français maladroit « Merci, madame », ses yeux s'embrouillèrent de larmes. Elle avait retrouvé une mission.
Cette nouvelle activité l'élargissait bien au-delà de ses murs. Elle reprit goût aux préparations, aux cahiers, aux crayons. Elle se surprit à imaginer des exercices ludiques, à inventer des dialogues simples. Les soirées, autrefois étouffantes, étaient désormais consacrées à préparer ses cours, à lire, à écrire. Son agenda se remplissait, et dans ce foisonnement, Claire ne voyait plus les journées s'écouler comme des poids, mais comme des cadeaux. La conquête n'était pas seulement extérieure. Elle apprenait aussi à reconquérir son corps. Julien l'inscrivit à un cours de yoga doux pour seniors. Les premières séances furent pénibles, ses articulations craquaient, ses muscles protestaient. Elle se sentait maladroite, ridicule. Mais peu à peu, elle retrouva la souplesse, la respiration profonde. Elle découvrit la joie d'un corps qui répond encore, même s'il est fatigué. Chaque posture tenue, chaque souffle conscient, était une victoire supplémentaire. Et puis il y eut un voyage. Julie, sa fille, lui proposa un week-end à Annecy. Claire hésita d'abord à quitter Lyon, affronter la foule, dormir ailleurs. Mais elle accepta. Le lac d'Annecy, entouré de montagnes bleutées, lui apparut comme un miroir de renaissance. Elle marcha main dans la main avec Julie, elles rirent comme deux complices. Une photo fut prise, Claire, écharpe au vent, sourire franc. Quand elle la regarda plus tard, elle eut du mal à croire que c'était elle. Ses conquêtes, grandes ou petites, transformaient aussi le regard des autres. Ses voisins, qui autrefois la voyaient discrète et effacée, la saluaient avec chaleur. À la boulangerie, on la reconnaissait. À l'atelier, on lui demandait conseil. Ses enfants l'écoutaient différemment, fiers d'elle. Même elle, en se regardant dans le miroir, se surprenait à aimer ce visage marqué, témoin d'une vie qui, loin d'être finie, continuait à s'écrire. Mais la conquête la plus profonde fut celle de son esprit. Un soir, seule, Claire relut les lettres qu'elle avait écrites autrefois, ces adieux sombres qu'elle avait laissés dans son tiroir. Elle les prit, une à une, et les brûla dans une petite assiette. La fumée monta doucement, emportant avec elle la mémoire de son désespoir. Elle regarda les cendres et murmura, ce chapitre est clos. Ce geste symbolique lui donna une force inédite, elle avait enterré son ancienne mort, pour choisir une nouvelle vie. L'expansion ne signifiait pas qu'elle n'aurait plus de peur, mais qu'elle avait désormais les outils pour les affronter. Ses cahiers d'écriture, ses cours de français aux migrants, ses marches dans les parcs, ses repas partagés avec Julie et Marc, tout cela formait un réseau solide, une toile de vie. Elle n'était plus seule. Elle était reliée. Un soir d'été, alors que la ville vibrait au rythme des guinguettes sur les berges, Claire et Julien s'assirent sur un banc, face au Rhône. Les lumières se reflétaient dans l'eau, et une douce brise portait des éclats de guitare. Claire respira profondément et dit, « J'ai l'impression de renaître. » Julien la regarda avec tendresse. « Vous ne renaissez pas, Claire. Vous continuez votre histoire. Et elle est belle. » Ces mots résonnèrent comme un sceau. Elle comprit que ses conquêtes ne faisaient que commencer. L'expansion ne s'arrêtait pas à un atelier ou à une salle de yoga, elle avait désormais l'élan pour s'ouvrir au monde, pour aller plus loin, pour se fixer de nouveaux défis. La femme qui voulait disparaître avait laissé place à une femme qui voulait bâtir. Claire s'élargit, ose de nouvelles expériences, publications, bénévolat, yoga, voyages et surtout, brûle symboliquement ses anciennes lettres d'adieu. Elle n'est plus dans la survie, elle entre dans une dynamique d'expansion. On croit souvent qu'une renaissance efface les épreuves. Mais Claire découvrit vite que chaque pas en avant s'accompagnait d'un nouveau vertige. La croissance n'était pas une ligne ascendante, mais une succession de marches irrégulières, certaines solides, d'autres glissantes. Et chaque nouvelle conquête faisait naître un défi inattendu. Le premier surgit lors de ses cours de français aux migrants. Un après-midi, après une séance agitée où certains élèves se montraient distraits, Claire sentit ses anciennes insécurités revenir en force. Elle rentra chez elle, vidée, persuadée d'avoir échoué. Devant son miroir, les vieilles voix ressurgirent. « Tu n'as plus l'énergie, tu es trop vieille, laisse ça aux jeunes. » Cette nuit-là, elle dormit mal, hantée par le sentiment d'être de nouveau inutile. Le lendemain, pourtant, l'un de ses élèves frappa timidement à sa porte pour lui donner une petite carte. « Merci Madame Claire, j'ai appris beaucoup. » Ce simple mot fit vaciller ses doutes.
Mais elle comprit que l'estime de soi se gagnait jour après jour, qu'il suffisait d'une fissure pour que le passé tente de reprendre le dessus. Un autre défi naquit de sa propre famille. Sa fille Julie, inquiète de la voir s'engager dans tant d'activités, lui dit un soir au téléphone : « Maman, tu ne crois pas que tu en fais trop ? À ton âge, il faudrait penser à te ménager. » Claire sentit une colère sourde monter. Pourquoi ce « à ton âge » sonnait-il toujours comme une condamnation ? Elle se retint de crier, mais répondit fermement : « Julie, je ne me ménage pas, je vis. Ce que je fais ne m'épuise pas, ça me nourrit. » Cette confrontation fut douloureuse, mais elle marqua une étape. Claire apprenait à défendre son droit d'exister autrement qu'en fragile retraitée. Les nouveaux défis n'étaient pas seulement extérieurs, ils étaient aussi physiques. Le corps rappelait parfois ses limites. Une chute banale dans l'escalier de son immeuble la cloua au lit plusieurs jours. La douleur dans sa hanche lui rappela brutalement sa vulnérabilité. Elle eut peur, très peur, de retomber dans l'immobilité. Pendant ces nuits d'insomnie, elle regardait fixement le plafond, le vieux spectre du tiroir et des comprimés ressurgissants, plus menaçants que jamais. Mais cette fois, elle n'était plus seule, Julien passait chaque matin, déposant des repas, l'encourageant à faire quelques pas. Et elle découvrit que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une force. Un défi plus subtil apparut à l'atelier d'écriture. Son texte fut un jour critiqué par une autre participante : « C'est trop triste, trop personnel, je n'ai pas accroché. » Claire encaissa ces mots comme une gifle. Le doute l'envahit, et si ces mots n'avaient pas vraiment de valeur ? Elle pensa à abandonner. Mais l'animatrice lui dit alors : « Claire, écrire ce n'est pas plaire à tous, c'est toucher ceux qui en ont besoin. » Cette phrase devint un mantra. Elle comprit que la croissance passait par la confrontation, l'acceptation du regard des autres, sans s'y soumettre totalement. Un autre défi encore fut celui du temps. Ses journées, désormais pleines, lui rappelaient combien d'années elle avait perdu dans le silence. Cette pensée la poignardait : pourquoi n'ai-je pas vécu ainsi plus tôt ? Parfois, elle s'effondrait en larmes en pensant à son mari disparu, aux années gaspillées. Mais au lieu de se noyer, elle transforma ce regret en moteur. Elle se dit : puisque j'ai encore du temps, même peu, je le rendrai dense, intense. La solitude, elle aussi, restait un adversaire. Même entourée d'activités, de visages, elle rentrait parfois le soir dans un appartement trop silencieux. Le lit vide la ramenait à son veuvage, et le souvenir de son mari surgissait comme une blessure jamais refermée. Mais désormais, elle ne fuyait plus ses larmes. Elle les accueillait comme un témoignage d'amour. Elle comprit que continuer à vivre n'était pas trahir la mémoire de celui qu'elle avait aimé, mais au contraire honorer sa vie en ne renonçant pas à la sienne. Julien, toujours présent, remarqua un soir son trouble et osa poser la question : « Claire, est-ce que tu as pensé à refaire ta vie ? » Elle éclata d'un rire amer : « À mon âge ? Qui voudrait de moi ?» Mais au fond, cette question réveilla un défi intime, celui d'accepter l'idée qu'elle pouvait encore aimer et être aimée. Elle n'avait pas encore la réponse, mais rien que d'oser envisager cette possibilité était déjà une conquête. Les défis prenaient parfois des formes inattendues. Lors d'une conférence où elle fut invitée à lire un texte, elle perdit soudain ses moyens. Sa voix se brisa, ses mains tremblaient, le public attendait. L'angoisse revint comme une vague. Mais cette fois, elle prit une grande respiration et dit, d'une voix claire : « Pardonnez-moi, j'ai peur, mais je continue. » Le public l'applaudit spontanément. Elle comprit que la vulnérabilité assumée pouvait devenir une force, un pont vers les autres. Petit à petit, Claire accepta cette vérité, chaque nouvelle étape de croissance s'accompagne d'obstacles. Mais ces obstacles n'étaient plus des murs infranchissables, ils étaient devenus des marches. Chuter faisait partie du chemin, et se relever faisait partie de sa victoire. Claire affronte les nouveaux défis critiques, limites physiques, peur de la solitude, incompréhension familiale. Mais chaque obstacle devient une occasion d'affirmer sa force retrouvée. Les années avaient filé depuis cette nuit glaciale où Claire avait serré dans sa main une boîte de comprimés. Aujourd'hui, dans le même appartement de Lyon, les volets grands ouverts laissaient entrer la lumière du matin. Les murs, autrefois témoins de son silence, résonnaient désormais des échos d'une vie retrouvée, des rires partagés avec ses voisins, des conversations téléphoniques avec ses enfants, des pages noircies de mots vibrants. Claire avait franchi tant d'étapes.
Elle avait appris à transformer la douleur en écriture, la solitude en partage, la peur en moteur. Mais plus encore, elle avait découvert que son histoire n'était pas seulement la sienne, elle appartenait à celles et ceux qui, comme elle, avaient cru un jour que tout était fini. Un soir d'automne, invitée dans une bibliothèque municipale, elle prit la parole devant une salle remplie de femmes de tous âges. Son texte, simple et brut, racontait son parcours, la nuit du désespoir, la voix du voisin, les premiers pas vers la lumière. Elle lut sans chercher à embellir. Quand elle leva les yeux, elle vit des larmes couler sur plusieurs visages. L'une des femmes, une quinquagénaire, lui dit « Vous m'avez redonné envie de croire qu'il n'est jamais trop tard ». Ces mots, Claire les grava dans son cœur comme la preuve ultime que sa douleur avait trouvé un sens. À la maison, elle accrocha sur son mur une phrase qu'elle répétait souvent désormais « Chaque âge est un commencement ». Elle voulait se la rappeler, mais aussi la transmettre à quiconque franchissait le seuil de sa porte. Son appartement devint peu à peu un lieu de passage, des voisines venaient prendre le thé, des jeunes étudiantes sollicitaient des conseils, et parfois même des femmes en détresse frappaient timidement pour parler. Claire écoutait, sans juger, avec la patience qu'elle avait elle-même reçue de Julien. Ses enfants, Julie et Marc, la regardaient avec des yeux nouveaux. Ils n'avaient plus devant eux une mère fragile qu'il fallait protéger, mais une femme forte qui leur montrait qu'on pouvait se réinventer à tout âge. Lors d'un repas de famille, Marc leva son verre et dit « À maman, qui nous prouve que la vie commence quand on croit qu'elle finit. » Claire éclata de rire, émue aux larmes. Elle savait que son héritage ne se limitait pas à des souvenirs, mais à une leçon vivante, celle de ne jamais abandonner. Julien, son voisin devenu ami proche, continuait de l'accompagner. Ils marchaient encore ensemble au parc, échangeaient sur leur lecture, partageaient des silences pleins de complicité. Claire ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle avait cessé d'avoir peur de cette incertitude. Elle avait appris à savourer l'instant, à aimer sans condition ni projection. Le legs de Claire n'était pas un livre célèbre ni une gloire publique. C'était une chaîne invisible tissée de regards, de paroles, de gestes simples. Elle avait inspiré d'autres à ne pas céder, elle avait montré qu'une main tendue pouvait sauver une vie, et que cette vie, une fois sauvée, pouvait en sauver d'autres. Un matin de printemps, elle écrivit une dernière lettre, non pas d'adieu, mais de transmission. Elle l'intitula « Pour celle que j'étais ». Elle y raconta à la Claire désespérée de 67 ans que la douleur pouvait se transformer, que la boîte de comprimés n'était pas une issue mais un détour vers une seconde naissance. Elle y inscrivit « Si tu lis ces lignes, sache que tu as survécu. Et mieux encore, tu as vécu. » Elle rangea cette lettre dans son cahier, certaine qu'un jour, peut-être, quelqu'un la lirait et y trouverait la force de continuer. Assise à sa fenêtre, regardant le Rhône refléter la lumière dorée du soir, Claire sourit. Elle savait désormais que son existence avait un sens, non pas parce qu'elle avait accompli de grandes choses, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas céder à l'obscurité. Sa victoire la plus éclatante n'était pas d'avoir écrit, enseigné ou voyagé. Sa victoire, c'était d'être encore là, debout, le cœur battant, prête à tendre la main à celle ou celui qui, à son tour, frapperait à une porte dans la nuit. Elle ferma les yeux et laissa le vent d'avril caresser son visage. La vie, fragile et précieuse, coulait encore en elle. Et son message, simple mais essentiel, résonnait comme un écho pour toutes les femmes présentes ce soir-là, n'abandonnez pas. Même au bord du gouffre, il y a toujours une lumière, et parfois, il suffit d'un voisin qui frappe à la porte pour la rallumer. Claire transforme sa renaissance en héritage. Son legs est celui d'une femme ordinaire devenue témoin et guide, rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.